Certaines espèces présentées dans ce film étant en danger de disparition, les lieux de prise de vue de celles-ci ont été volontairement faussés. Un jardinier ramasse des feuilles mortes. Pourtant, ce n'est pas l'automne. Nous sommes au mois de juin 2019. Le rayonnement solaire est l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Des rayons gamma aux ondes radio, il est filtré par la couche d'ozone. Les ultraviolets sont des agents mutagènes. Ils détériorent l'ADN des cellules, ce qui dérègle leur activité biologique, ou les détruisent. Le 9 octobre 2003, au sud du Chili, la couche d'ozone qui avait perdu 50% de son épaisseur habituelle offrait si peu de protection contre les ultraviolets que ce jour-là, il suffisait de passer 5 minutes dehors sans protection pour attraper un coup de soleil. L'ozone est naturellement détruit après absorption de la lumière ultraviolette. La molécule d'ozone est alors dissociée entre une molécule de dioxygène et un atome d'oxygène. En l'absence de lumière, les atomes peuvent alors s'associer, de quoi assurer un certain équilibre entre production et destruction de l'ozone. Mais cet équilibre a été mis à mal par les activités humaines. Le réchauffement général conduira à un réchauffement encore accru. On appelle ça l'effet boule de neige. Un emballement de l'effet de serre pourrait être causé par la libération de méthane à partir des hydrates de méthane qui tapissent le fond des océans, à la suite du réchauffement climatique. On suppose que l'extinction massive d'espèces lors du Permien-Trias a été causée par un tel emballement. Pendant ce temps, au sommet des montagnes, la neige fond. Au mois de juin 2019, la mer de glace perd 10 cm par jour. Cette neige étant pourtant un miroir face aux rayons néfastes. Les rayons ultraviolets perturbent les divisions cellulaires des micro-organismes aquatiques, ce qui a de graves conséquences sur la vie. Au cours de l'Archéen, la Terre était dépourvue de dioxygène, et donc de couche d'ozone. Sans la couche d'ozone dans la haute atmosphère, la vie telle que la planète l'a connue depuis la fin de l'Archéen n'aurait été possible que dans les océans, à une profondeur suffisante de la surface des eaux, là où les UV ne pénètrent pas. Puis, à la surface, il y a très longtemps, les premières cellules vivantes méthanogènes produisaient de l'oxygène par photosynthèse. De plus en plus importantes, elles ont modifié la composition de l'atmosphère. La vie sur Terre a pris pied.
Il existe deux espèces de homards, le homard américain et le homard européen, appelé aussi homard breton ou homard bleu. En Europe, c'est une espèce qui est en raréfaction. Les méthodes d'élevage ne sont pas rentables, du fait de la durée de croissance nécessaire pour obtenir un animal de taille commerciale. Les homards ont dans leur corps un pigment rouge qui est rattaché à une protéine. Les deux molécules, groupées en paires, lui donnent sa couleur bleue. En raison d'une mutation génétique extrêmement rare, de l'ordre de 1 sur 4 millions, certains homards arborent une teinte bleu vif. Mais à quoi est due cette mutation génétique ? En 1999, à l'ouest de Long Island, une mortalité considérable de homards américains ont été constatées. Suite à une période chaude, la décomposition anaérobie de sédiments riches en matière organique aurait pu infecter l'immunité des homards, devenus alors plus vulnérables à des pathogènes mortels. De plus, le homard peut bioaccumuler des métaux lourds issus des rejets des usines métallurgiques. Il a été prouvé par Robert Elwood, professeur à l'université Queen's de Belfast, qu'un homard plongé dans l'eau bouillante prend 3 minutes pour perdre conscience. En Suisse, depuis mars 2018, les homards doivent être étourdis avant la mise à mort. Il n'est plus admis de les plonger vivants dans l'eau bouillante. Il est également interdit de les transporter vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée. Les espèces aquatiques doivent toujours être détenues dans leur milieu naturel. Puisque la lumière du soleil semble trop agressive, c'est dans les grottes et dans les failles que nous allons aller chercher la vie. À 8 km à l'ouest de la pointe du Raz se trouve l'île de Sein. Entre les deux, c'est le Raz de Sein, au courant violent. La pointe du Raz, c'est un promontoire rocheux de 72 mètres de hauteur. Il est découpé en de nombreux endroits et forme ainsi des grottes et des cavernes. Le fond du Raz de Sein, c'est la chaussée de Sein, un prolongement granitique d'environ 25 km et qui crée des courants violents. Les courants de marée peuvent accélérer le phénomène, ce qui en fait un endroit extrêmement dangereux. Notre destination, le port de Bestré. En fait, de port, c'est plutôt un petit port-abri, le dernier, avant la pointe du Raz. Partant de cette abrissure, nous allons explorer chaque grotte, chaque faille. Tous ces escarpements ne sont pas accessibles depuis la terre.
port de Bestret est un petit refuge naturel, relativement protégé par une langue de granit. À l'aide de câbles et de treuils, les pêcheurs hissent leurs embarcations à l'abri de vagues gigantesques. Malgré l'épaisseur de la maçonnerie, cette digue sera plusieurs fois détruite lors de tempêtes. En dehors du port, même par mer belle, le courant est toujours présent. « 17 degrés. Même si ça peut paraître froid, l'eau est anormalement chaude pour la saison. Dans ce petit port, à l'abri du courant, nous nous faufilons entre les haricots de mer. Sortis du port, les grands haricots verts de mer font place aux grandes laminaires. Et doucement, la profondeur augmente dans une eau de plus en plus sombre et d'un bleu profond. Dans la roche, les premières failles apparaissent, et le courant est de plus en plus fort. Un peu plus loin, les falaises plongent abruptement dans la mer. Le plongeur paraît minuscule au pied de ces rochers immenses. Dans une crique à l'abri du courant, nous abordons enfin les premières grottes. Certaines de ces grottes contiennent des vestiges préhistoriques. Non loin de là, la grotte de Ménez-Drégan abrite des traces de feu, foyer entretenu par l'homme, parmi les plus anciens au monde. Pour cette première cavité, nous faisons chou blanc. En effet, le niveau de la mer, par marée basse, est trop bas pour qu'une quelconque activité sous-marine puisse y demeurer. Écho ! Nous décidons donc de ne pas nous y attarder, et nous reprenons la route, à l'aide de nos palmes, en direction d'une autre grotte.
Nouvelle crique, nouvelle ouverture. Cette fois c'est la bonne, je le sens. Et nous avançons, avec malgré tout une certaine appréhension. Même si la cavité n'est pas complètement immergée, il y a toujours un risque à s'aventurer dans des grottes. La luminosité diminue, au point que le phare devienne obligatoire. La ligne de vie se coince dans les failles de la roche, et on peut facilement se cogner, suite au champ de vision limité à cause du masque. Ça continue. Ça continue.